vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans cette émission tous les jours de 17h à 19h que vous pensez être la même, mais elle n'est jamais la même. Philippe David, ça va ? Ça va très bien, Cécile. Vous savez que là, j'ai la pression qui monte. Ah bon, très bien. Parce que vous savez que ce week-end, demain soir, sur Sud Radio, il y aura France All Black de rugby. Et ça fait 13 mois aujourd'hui qu'on a perdu contre l'Afrique du Sud avec un arbitre néo-zélandais. Et j'ai encore ça tellement au travers de la gorge que j'espère qu'on va battre les néo-zélandais, rien que pour donner un peu le seum à cet arbitre. Sinon, je sens qu'il va vous rendez compte, 13 mois aujourd'hui, j'y pense encore. Oui, c'est faux. Vous avez Et vous y pensez pas encore ? Non. Vous savez, je pense encore à France RFA 82. Pour vous dire la vérité, la vérité, j'y pensais pas. Maintenant, j'y pense. Voilà, c'est très bien. Mais ce sera sur Sud Radio, bien évidemment, avec l'équipe rugby. Ça va être dur là-bas. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ah oui. Surtout si on gagne. C'est absolument. Allez, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est à 17h30. Selon Beauvau, le sentiment d'insécurité augmente en France sur un an, résultat d'une étude annuelle de l'INSEE et du service statistique du ministère de l'Intérieur. 21% des Français disaient se sentir en insécurité dans leur quartier. C'était en 2023 contre 18% un an plus tôt. 40% d'insécurité ressentie dans les transports, 14% à son domicile. Un sentiment encore plus marqué chez les jeunes femmes. Alors parlons vrai, l'insécurité, c'est un sentiment ou un fantasme, comme le disait Éric Dupond-Moretti, ou une réalité pour vous ? Est-ce que la hausse des crimes et délits explique pour vous la légère baisse de satisfaction de la population vis-à-vis des forces de l'ordre ? Et à cette question, vous sentez-vous de moins en moins en sécurité en France ? Vous dites oui à 93%, vous voulez réagir, appelez-nous en toute sécurité au 0826 300 300. Éric Henry sera avec nous, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, 83% des maires en France trouvent leur mandat usant pour la santé. C'est ce que révèle une étude du Centre de sociologie en organisation révélée par le Parisien et aujourd'hui en France. Plus d'un maire sur deux assure être atteint de troubles du sommeil selon cette vaste enquête soutenue par l'Association des maires de France. Alors parlons vrai, demandons trop aux maires. Comprenez-vous les démissions en série et les crises de vocation ? Et à cette question, les maires vont-ils devenir une espèce en voie de disparition ? Vous dites oui à 74%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Vous avez été maire et vous avez jeté l'éponge. Tiens, appelez-nous. Max Bryce avec nous, maire de la Tour, dans l'Aude. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et tiens, pour commencer, pour embêter Philippe Bilger, je vais commencer par Virginie Calmels ce soir. Bonsoir Virginie. Il n'y a pas de raison. Parce qu'en fait, c'est tellement attendu, il me regarde, il sait que je vais lui dire Et bonjour. elle ne sait pas que les traumatismes chez moi, c'est un sentiment d'abandon. Ça. Présidente fondatrice de Futurae, école des métiers bon. de demain dans l'industrie créative. Allez, on passe au suivant. Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien patron du RAID. Bonjour. Est-ce que c'est que Ça va, je suis un peu inquiet parce que je suis à la place de Françoise de Goua. Donc est-ce qu'il faut que je gueule comme elle et que je sois de mauvaise foi comme elle ? Non. Que j'aime beaucoup Laurent, mais je peux faire. En revanche, attention, c'est un siège éjectable. Attention. Mais il y a un plafond au-dessus, contrairement C'est ça, au siège. c'est ça. Prenez son intelligence, Jean-Michel, mais mettez-la à droite. Ça j'aimerais bien. Prenez ça quoi ? À droite. Non, Et son c'est- ça. Son intelligence. Voilà. Indiscutable. C'est là que je me dis, vaut mieux être ici que chez soi, en fait. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de j'allais dire de la famille, mais c'est presque ça, de la parole famille, plutôt. quasiment. Oui, mais voilà, de la parole. Et vous l'avez bien pendu, Philippe Bilger. Oui, les vendredis, évidemment. Bah, bien et là, entendu. je disais hier qu'on avait un duo exceptionnel. Mais là, alors, Voilà, ouais, une parité totale. Mais vous le dites tous les jours, Philippe, pourquoi ça Non, c'est que pour nous, cher c'est Jean-Michel, vrai. c'est que pour Ouais. nous. Non, c'est difficile de vous trouver des qualités Non, mais- parfois. Quant à Philippe, pour lui répondre, la pression, il faut pas l'avoir comme ça, il faut la boire, la pression. On est bien d'accord. Ah, mais l'abus Et d'alcool est il dit dangereux ça pour la sans se santé. faire mousser, c'est ce qu'il y a de Il bien. dit ça, non mais il dit ça au moment où tout le monde va prendre sa voiture pour partir en week-end. C'est vraiment un policier, je vous le jure. Allez, on vous souhaite la bienvenue aujourd'hui et 0826 300 300. C'est Olivier qui est avec nous, qui nous appelle de Érag dans les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir à vous et à toute l'équipe. Olivier, Et, votre ouais, coup de gueule du je vous jour, écoute. le schéma de la famille, ou important pour Alors la non, c'est- construction de l'être humain. Alors non, c'est pas un coup de gueule, c'est un coup Un coup de cœur, mais justement. Voilà. Ah oui, c'est Je voulais un coup de savoir cœur, si vous ouais, c'est un coup de m'écoutiez. cœur. Moi, je vous- Mauvaise foi. Voilà, j'écoute. Vous La êtes, mauvaise un foi. peu Bonjour. perturbé, vous êtes un petit peu perturbé. Vous avez changé de poids pour un homme d'exception, donc c'est... Allez-y, on vous écoute. Donc, oui, donc, c'est simplement parce que moi, c'est mon coup de cœur du jour sur ce qu'est une famille. Bien, voilà, moi, ce qui est le plus important dans ma vie, c'est mes enfants, ma femme, et je crois qu'on est beaucoup à Et nous, partager. n'oubliez pas. Et Oui, nous. les vraies voix, oui. Alors,
Alors vous, pas tous, hein, parce qu'il y en a certains qui sont bizarres quand même. Hein. Vous visez qui ? Vous avez des noms? Elle est pas là, Françoise. Mais je la remplace aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire bon week-end, Françoise. En tout cas, un immense respect au patron du RAID. Ouais. Bon. Merci. Arrêtez. Clairement. Vous parlez de Jean-Michel Faubert? C'était pas vous le patron du reste. Alors, en même temps, il a un sujet plutôt très intéressant parce que le schéma de la famille est important pour la construction de l'être humain. Il a raison. Ah, mais il a totalement raison. Et c'est pas moi qui vais le démentir. C'est capital, la famille. C'est tout de même un des rares lieux, une des rares structures où aujourd'hui, quand on a, je dirais, on vit dans un climat tranquille, où on se sent bien. Il n'y en a plus beaucoup des lieux comme ça. Je n'ose dire là où, comment il s'appelait le comique Robert Lamoureux, il disait qu'il y avait les toilettes, il y a aussi la famille. Et les canards aussi. C'est vrai que le La schéma comparaison est osée, mon cher Philippe. Mais ces deux Les endroits toilettes, aujourd'hui, c'est la on est famille. très bien. Alors, je vous le dis, je ne comprends rien à cette émission. Allez, Virginie, allez-y. Moi non plus, je ne comprends pas toujours le raisonnement de Philippe entre les toilettes et la famille. Non. Néanmoins, C'est deux endroits où on est se bien. sent bien. Bon, oui. pour des raisons différentes. Ça part là. C'est Il y en a un, on discutable. se charge et l'autre, on se décharge. Allez. Bon, vous savez quoi? Non, moi je voulais. Non, C'est vendredi. non, mais ce ne sera pas intéressant, Jean-Michel Si, parce Faubert. que je voulais rajouter quelque chose. Allez-y. Ah bah si. Je voulais rajouter quelque chose, moi, qui me semble important. Quand vous vivez des choses qui sont fortes dans la vie et qui sont quelquefois souvent désagréables, comme Ce qui a été votre cas, comme les on flics entend. peuvent vivre, vous vous réfugiez ensuite dans la famille. Effectivement, ça répare les traumatismes, ça vous permet de continuer le chemin, je vous assure. Et Et en on même dit temps, souvent- la famille est angoissée, Ouais. parfois à cause de métiers Bien sûr. Et exceptionnellement on dit dangereux. souvent, quand on n'a pas de famille, on a des familles de cœur. Donc on se Famille fabrique des choisie familles. aussi. Exactement. Et derrière exactement. chaque flic, il y a un compagnon ou une compagne admirable. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes philosophique aujourd'hui. Ouais, c'est surtout Ça, parce que c'est- j'ai envie de mais rentrer chez moi. Et D'avoir la Allez. tête le week-end. C'est la faute d'Olivier. Olivier, merci en tout cas. Vous restez avec nous. Vous êtes notre Je vous en prie. vraie Merci, voix du Olivier. jour, le réquisitoire du procureur dans un instant. Eh bien, on parle de Nicolas Sarkozy qui, une fois de plus, là, a dit une absurdité. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans cette joyeuse bande du vendredi et avec Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Virginie Calmel, c'est vous au 0826 300 300. Notre auditeur du jour, Olivier Derag, qui est très drôle, qu'on aime beaucoup. On a hâte de le retrouver au qui c'est qui l'a dit. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, ce serait avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on? On va parler Attention, de ce procès réclamé contre Rachida Dati et Carlos Ghosn, de Michel Barnier qui promet au département de moins raboter leur budget que prévu, et puis de l'usage stupéfiant de ces frais de mandat par le député LFI Andy Carbrat. En 3 mots, ça donne procès, déminage et drogue. On en parle dans un instant. Tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous allez requérir contre Nicolas Sarkozy au nom des enseignants, monsieur le procureur. Oui, Nicolas Sarkozy a fait une campagne exceptionnelle en 2007. On n'a jamais fait mieux, de mon point de vue, parce qu'il avait donné une vision de la droite qui intégrait tout ce que la gauche s'est abusivement approprié. Et puis ensuite, il y a eu des aléas, des dysfonctionnements, des vulgarités. Et puis, parfois, il m'arrivait de considérer qu'il disait des choses justes, il avait du bon sens, il analysait bien la droite, la gauche, et récemment tout de même, il a insulté les enseignants puisqu'il a dit ils travaillent 24 heures par semaine, 6 mois dans l'année, avec un ton méprisant et condescendant. S'il y a une profession que j'ai envie de respecter et qui doit l'être, c'est bien le métier d'enseigner. Un ancien président n'aurait pas dû dire ça, alors que cette magnifique fonction aujourd'hui est exercée dans des conditions de plus en plus difficiles. Vraiment, j'ai été choqué de sa part. Virginie Calmel. Bon, moi, je suis pas du tout d'accord avec mon ami Philippe, parce que d'abord, j'adore Nicolas Sarkozy, et que je trouve que Philippe, qui met beaucoup d'introductions pour dire qu'il a fait une très belle campagne de 2007 pour l'assassiner derrière, moi, je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est un des rares politiques à s'exprimer avec un franc-parler, avec une hauteur de vue et avec une maturité
honnêtement que je salue. Sur les enseignants, Mais je suis son quinquennat a quand même été une grande désillusion. Hein. On a remplacé le Karcher par le pistolet à eau. Hein. Rappelons quand même que les Français auraient pu être ruinés et qu'il a sauvé le système bancaire en 2008. Et je trouve qu'on ne lui rend pas assez hommage sur cette crise financière. Il le fait lui-même. Mais quand vous voyez les capitaines... Oui, mais il a raison. Mais il a raison. Les capitaines de pédalo qu'on a eu après n'auraient pas été capables dans la tempête de sauver l'épargne des Français. Alors maintenant que c'est fait, tout le monde a oublié, mais il a ça à son actif. Après, je suis d'accord que sur le régalien, peut-être on aurait espéré davantage d'actions, et c'est pas Jean-Michel qui me contredira. Mais juste pour finir sur les enseignants, je trouve quand même que il est aujourd'hui avéré que nous ne travaillons pas assez. Et donc, c'est pas complètement honteux de dire que les enseignants non plus. C'est pas que les enseignants. Mais pardon, les enseignants ne travaillent pas plus que les chefs d'entreprise qui déjà. Donc il y a un moment. Ne voyez pas de la contradiction dans le fait que je me mets à nu. Des amis en plein direct. Pour essayer de me détourner de mon propos, mais ça ne marchera pas, cher Philippe. Je pense que dans notre pays, Philippe, nous ne travaillons pas assez et les enseignants, mais quand même jouissent. Moi, je pense qu'il faut revaloriser les salaires des enseignants. J'allais dire jouissent de congés payés longs. Voilà. Allez, Jean-Michel. Je crois qu'il vous faut un arbitre, et, le genre de mec qui va faire du en même temps, quoi. Oui, venant d'un macroniste, c'est pas surprenant. Mais je vous ai tendu la perche quand même. Oui, d'une certaine manière, les enseignants sont remarquables pour ceux qui enseignent et qui font leur job, et ils sont remarquables. Par contre, c'est facile de dire ça. Non, mais c'est vrai parce qu'ils sont soumis actuellement à des des violences, etc. Mais il y a beaucoup, alors pour ceux qui travaillent, c'est exactement ce que j'allais dire. Par contre, vous avez de l'absentéisme, vous avez un certain nombre de dérives qu'il y a eu par le passé. Les enseignants se sont créés eux-mêmes leurs propres dérives, quoi. Donc, à un certain moment, il faut peut-être un peu faire la part des choses. Je sens que vous allez vous faire engueuler au 0826 300 300 et vous l'aurez bien cherché. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont procès, déminage et drogue. Le parquet national financier réclame un procès contre la ministre de la Culture, Rachida Dati, et contre l'ex-patron de l'alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn, procès pour corruption et trafic d'influence. Le « je vous ai compris » de Michel Barnier au président de département qui dénonçait des baisses de budget impossibles à assumer. Le Premier ministre à Angers en opération déminage. Et puis le député LFI Andy Kerbrat a-t-il utilisé son compte d'avance de frais de mandat pour financer sa consommation de drogue? Une enquête de Mediapart laisse penser que de grosses coupures sont parties en fumée, en poudre ou en tout cas en tout ce que vous voulez de pas trop légal. Les vraies voix Sud Radio. Un nouveau front judiciaire s'ouvre pour un membre du gouvernement. Chacun sait que j'aime me battre. N'ayez pas peur. Et elle en aura sans doute besoin, Rachida Dati, de la combativité qu'elle évoquait ici en arrivant au ministère de la Culture. Le parquet national financier requiert un procès correctionnel pour elle et pour Carlos Ghosn, procès pour corruption et trafic d'influence contre la ministre de la Culture et l'ancien patron du groupe Renault-Nissan. Rachida Dati, soupçonnée d'avoir perçu 900 000 € de la part de RNBV, une filiale de l'alliance Renault-Nissan. 900 000 € sans contrepartie d'un travail réel entre 2010 et 2012, à l'époque où elle était avocate et députée européenne. Alors la question lors de ce procès, ce sera cette somme peut-elle avoir servi à masquer une activité de lobbying au Parlement européen? En tout cas, dans ce dossier, Carlos Ghosn est lui déjà visé depuis 1 an et demi par un mandat d'arrêt international. Tous deux contestent en tout cas les accusations. Gros coup dur pour le gouvernement parce que là, demande de procès. J'aime beaucoup Rachida Dati en tant que personnalité, mais c'est vrai que l'argumentation qu'elle développait ne me paraissait pas immédiatement convaincante, mais on verra bien. C'est gros coup dur quand même. Parce que là, c'est pas quand même une nouvelle. Donc, ce qui avait étonné tout le monde, c'est plutôt qu'Emmanuel Macron, dans une forme de transgression, prenne le risque de nommer Rachida Dati à un poste ministériel, alors qu'on savait cette affaire en cours. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on a un peu la suite du dénouement qui était un peu attendu. Je crois que la nomination par Emmanuel Macron, c'était un coup politique. Ça s'est fait. Mais par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'elle était maintenue après par Barnier, qui pourtant lui représente. Moi, j'aime beaucoup Barnier en fait. Et il représente l'intégrité, l'homme politique intègre, l'ancien, etc. Et qu'il ait pris Rachida.
On verra. Moi aussi, j'aime bien le. J'aime bien le Grand Barnier. Parce qu'on est toujours déçus après. Donc c'est pour ça que je dis ça. Pas grand. Quelques temps à faire, pas énormément. Oui, donc non, on verra. Il faut qu'il se dépêche. Allez, deuxième mot, déminage. Michel Barnier est venu tempérer les inquiétudes des présidents de département. Va-t-on devoir tailler dans le RSA ou bien dans l'aide sociale à l'enfance? C'était un peu la question en forme de signal d'alarme des présidents de conseils départementaux depuis les annonces de baisse de budget. Face à la fronde, le Premier ministre s'est donc rendu en opération déminage tout à l'heure. Je vous ai compris. Voilà, c'était presque ça. Faut juste remplacer Alger par Angers, dans le Maine-et-Loire, et donc le général de Gaulle par Michel Barnier. Je suis là pour vous dire, en tenant compte de votre situation très spécifique et qui n'a peut-être pas été bien vue dans les premiers scénarios budgétaires, que nous allons réduire très significativement l'effort qui vous est demandé par le projet de loi de finances. Et je pense qu'il est nécessaire en ce moment de parler de la manière dont on pourrait assurer l'avenir des départements, parce que moi je crois aux départements. Je n'accepte pas que les départements aient le sentiment de devenir de simples opérateurs de l'État. Michel Barnier, Premier ministre et, faut-il le rappeler, ancien président aussi du Conseil général de la Savoie. On a l'impression que ce budget, c'est vraiment infaisable. C'est aller grimper l'Everest en basket, non, Virginie Calmels? Moi, j'avais préconisé une suppression d'aide directe aux entreprises de 40 milliards en affectant 20 milliards à la réduction du déficit public et 20 milliards à la baisse des charges, ce qui aurait augmenté le salaire net de tous les salariés de France et de Navarre. Force est de constater qu'ils ont fait le contraire, c'est-à-dire du saupoudrage tous azimuts pour finalement faire machine arrière. Et moi, je suis un peu choquée, même si j'apprécie Michel Barnier. Franchement, dès qu'on est devant les départements, on dit finalement, on fait pas les baisses. Moi, j'aime bien cette méthode. Cette méthode de dire qu'on va faire des économies et de pas les faire. Ça veut dire. Mais le FMI, lui, les fera. Il apporte de l'apaisement, il apporte de la tranquillité, il n'est pas buté, il n'est pas entêté. Et il revient à un certain moment. Il va falloir en faire des économies. Il va falloir retrouver l'argent. Il faut trouver la thune à un certain moment. 60 milliards, c'est pas. C'est clair. Donc si à chaque fois on recule, où est-ce qu'on va la trouver? Où est-ce qu'on va le trouver cet argent? Ça devient. Et pardon, mais les collectivités, on le sait, il y a un millefeuille territorial. On sait qu'il y a quand même beaucoup d'argent dans les collectivités. Donc moi, pardon, mais ça me choque un petit peu. J'ai rien contre les départements, mais devant les départements, dire oui, je veux le département, on sait qu'il y a un échelon de trop dans notre pays. La réforme de François Hollande avec les grandes régions a été une anomalie et on aurait dû fusionner, c'était dans le programme de Nicolas Sarkozy, d'avoir un conseiller. Arrêtez d'enfoncer le Sarkozy dans la plaie. Troisième mot, drogue, avec de nouvelles révélations de Mediapart sur le député LFI Andy Kerbrat. Il y a un député déjà épinglé après son arrestation pour achat de stupéfiants. Il avait reconnu sa dépendance. Eh bien, semble-t-il, Andy Kerbrat semble avoir utilisé son compte d'avance de frais de mandat pour bien d'autres choses que le travail parlementaire. Cette étrange cigarette ne nous rend pas à gare. Des retraits de grosses coupures sur ce compte à des heures tardives. 13 000 € de retrait nocturne comme ça. Un compte bancaire qui a fini dans le rouge au point que le député aurait fini par devoir le renflouer à hauteur de 25 000 €, nous dit Mediapart. Somme remboursée de sa poche ensuite. Contacté par nos confrères, le député joue de nouveau la transparence. Il reconnaît avoir fait, je cite, n'importe quoi de ce compte avant de le rembourser. Il reconnaît l'usage du chemsex, mais il précise que tout dans ces retraits nocturnes n'était tout de même pas parti dans cet usage. Et on a un ancien député qui comprend pas. Ouais, je comprends pas comment on peut retirer de l'argent sur les comptes, sur ce compte spécifique-là. On peut retirer un peu de liquide, mais on peut pas retirer cette somme-là parce qu'elle doit être justifiée au premier euro, la somme. Donc je comprends pas, à moins qu'il était dans un état second, il doit être, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'arrive pas à comprendre comment on peut tirer de l'argent comme ça. Et on est hyper contrôlé en plus. Moi j'ai été contrôlé 2 fois, minima on est contrôlé 1 fois sur le truc, et une fois à la fin de mandat. Donc je ne comprends pas comment ça a pu être fait. Mais le chemsex, vous avez compris. Oui, ça c'est la seule chose que j'ai compris. Petit malin. Enfin, c'est lunaire quand même, pardon de le dire, mais là ça devient insupportable. Et c'est beaucoup la France insoumise, sans faire de la politique politicienne. Là, franchement, ça devient lunaire et c'est objectivement choquant vis-à-vis notamment des jeunes générations. Moi, je suis outrée par ce type de pratique. Moi aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a Mediapart qui s'intéresse à LFI. Ça, c'est bien. On n'a pas fini, les amis. On n'a pas fini. Attention, derrière info.
Avec le Conseil d'État qui joue de la montre sur le dossier C8, fort de la pétition de soutien signée par 700 000 personnes. La chaîne était devant le Conseil d'État pour plaider contre sa fermeture annoncée fin février prochain. On parle bien de la chaîne de Cyril Hanouna, de TPMP. Eh bien, les sages pourraient lui demander d'attendre encore, d'attendre décembre pour les recours, c'est-à-dire décembre quand la décision de l'Arcom, le non-renouvellement de sa fréquence, sera définitif. Là, peut-être qu'une procédure sera possible. Donc, pour le moment, pas de décision. Merci beaucoup. On est très en retard. Dans un instant, le sentiment d'insécurité qui progresse en France. Plus d'un tiers des jeunes femmes se sentent en danger dans la rue, Philippe. Alors parlons vrai, l'insécurité, c'est un sentiment ou un fantasme, comme le disait Éric Dupond-Moretti, ou une réalité? Est-ce que la hausse des crimes et des délits, pour vous, explique la légère baisse de satisfaction de la population vis-à-vis des forces de l'ordre? Et à cette question, vous sentez-vous de moins en moins en sécurité en France? Vous dites oui à 93%. Vous avez été victime de l'insécurité, vous voyez que ça se dégrade dans votre quartier? Appelez-nous pour témoigner à l'antenne au 0826 300 300. Éric Henry sera avec nous dans quelques instants, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. On souhaite la bienvenue. On fait une petite pause et dans quelques minutes, on est de retour. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec une équipe au grand complet aujourd'hui. Ils ont envie de parler, ils ont envie de débattre. Je ne sais pas ce qu'ils ont, c'est un débat même hors antenne. Philippe Bilger est avec nous, Virginie Calmel, c'est Jean-Michel Fauvergue et vous, au 0826 300 300. Vous êtes bien entendu les bienvenus jusqu'à 19h. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On est quand même dans un pays où on peut mourir parce qu'on est policier, parce qu'on est professeur, parce qu'on prend un verre sur une terrasse. Moi j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. Étant une femme qui prend le métro tous les jours, je suis assez souvent confrontée à ce genre de choses. Ce qui m'inquiète, c'est pas cette insécurité, c'est l'inquiétude qu'elle génère. Et c'est plus ce sentiment d'insécurité qui m'inquiète qu'un véritable danger qu'on courrait à se promener aujourd'hui en France. L'insécurité, ce n'est pas un ressenti. C'est une réalité vécue. Je trouve ça complètement hallucinant qu'on utilise encore ce terme de sentiment d'insécurité. Dans ce cas-là, pourquoi on manque de places de prison ? Et le sentiment donc d'insécurité augmente en France sur un an, résultat d'une étude annuelle de l'INSEE et du service statistique du ministère de l'Intérieur. 40% d'insécurité ressentie dans les transports, 14% à son domicile, un sentiment encore plus marqué chez les jeunes femmes. Alors parlons vrai, comme disait Roger Giquel il y a quelques années, est-ce que la France a peur? Vous-même, vous avez été victime, vous constatez que la sécurité se dégrade en France. Venez témoigner au 0826 300 300. Et à cette question, vous sentez-vous de moins en moins en sécurité en France? Vous dites oui à 93%. Notre invité pour en débattre, Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Philippe Bilger, insécurité ou sentiment d'insécurité? Non, mais il est évident qu'aujourd'hui, il y a de l'insécurité. Il y a quelques années, il y avait Éric Dupond-Moretti, ça vient d'être rappelé, avait parlé d'un sentiment d'insécurité. Il a vite changé. Et d'un fantasme. Il a vite changé. Et il y avait le syndicat de la magistrature qui à l'époque le disait, qui continue à le dire, il n'y a pas d'insécurité mais un sentiment. C'est ridicule. Il y a une insécurité, je dirais... Récemment, un procureur de Lyon a osé dire que la société aujourd'hui était plus sûre que jamais. Je ne sais pas si Lyon est un microclimat. En tout cas, en France, il est clair que le citoyen, sans avoir besoin de les magistrats disent n'importe quoi. Soit besoin de statistiques, mon cher Jean-Michel, peut percevoir clairement que la société est victime d'une insécurité croissante. Et les classes privilégiées auxquels nous appartenons, d'une certaine manière, ne le ressentent pas de la même manière. J'ai le plus grand apitoiement pour les classes modestes qui souffrent les premières de cette insécurité. Virginie Calmel. Alors en tant que femme, peut-être plus très jeune, mais jeune quand même, dans sa tête, je veux quand même corroborer cette étude. Je veux corroborer cette étude. C'est au-delà du sentiment. Il y a un vrai sujet. Ce sujet, il est sur plusieurs thèmes. Le premier, c'est que, il ne fait pas bon être juif en France aujourd'hui. Donc c'est pas un sentiment non plus. Si, le sujet majeur de l'antisémitisme contribue à augmenter les chiffres de cette insécurité ressentie et réelle. Le deuxième point, me semble-t-il, c'est
cette flambée du trafic de drogue. J'habite à Paris, pas dans le pire des quartiers. Je vous assure qu'on n'a pas besoin je veux dire, à des heures qui ne sont même pas dingues, mais dès qu'il fait un peu nuit, le trafic de drogue se met en route et vous le voyez. C'est-à-dire que c'est pas, là, il n'y a pas un sentiment, il y a un réel et il est là. Et derrière, vous avez vu le nombre, et Beauvau le cite, le nombre de balles perdues, de gens qui ont été tués ou blessés. 2 morts encore à Marseille la nuit dernière. Uniquement, et on n'est pas dans du règlement de compte. On est dans des gens, des honnêtes gens qui dorment chez eux et qui prennent une balle perdue. Donc pardon, mais voilà, les gens qui parlent de sentiment d'insécurité, c'est horripilant parce qu'en fait, les médias n'arrivent plus à suivre, tellement il y en a tous les jours. Et en fait, on n'est pas au courant de la totalité de ce qui tombe à Beauvau tous les jours. On a tendance à banaliser aujourd'hui. Jean-Michel Fauvergue, c'est le grand échec de Macron, l'insécurité? La délinquance existe, elle a toujours existé. Il n'a pas répondu à votre question. Il n'a pas répondu là. La délinquance existe, elle a toujours existé. Et on a des statistiques là-dessus. Et le ministère de l'Intérieur donne des statistiques là-dessus. La deuxième chose, c'est que on est en train de parler du sentiment de sécurité. Certains disent ça existe, d'autres disent ça n'existe pas. Pourquoi fait-on des sondages dessus, et en particulier le ministère de l'Intérieur, sur le sentiment d'insécurité s'il n'existe pas? Bien sûr qu'il existe. Maintenant, il faut savoir utiliser les mots. Les mots, on leur donne n'importe quoi. Sur ce mot sentiment, on peut dire à un certain moment le sentiment d'insécurité, on peut le dire de la manière dont l'a dit l'ancien garde des Sceaux, c'est pour dire l'insécurité elle n'existe pas, c'est juste un sentiment, allez, il n'y a plus rien à voir, etc. Ça c'est pas vrai. Le sentiment d'insécurité c'est quelque chose de très fort qui est dû à l'insécurité et qui va faire que les gens se sentent véritablement agressés, et donc c'est de ce point de vue là qu'il faut les prendre. Est-ce le grand échec de Macron? L'insécurité, sur le régalien, on n'a pas été bon. Sur les régaliens, on n'a pas été bon. Mais ça n'est pas l'échec que de Macron. Depuis à peu près 30 ans, on n'est pas bon sur l'insécurité. Sachons-le, sur le régalien, on n'est pas bon depuis 30 ans. Mais arrêtons de dire que c'est l'échec de Macron. C'est l'échec de Macron, c'est l'échec de... Jean-Michel, il y a une dérive. C'est la société qui dérive. Il est sûr qu'on a peut-être perdu en insouciance, ça c'est certain. On va en parler d'ailleurs. On va aller sur le terrain avec Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sur le terrain, donc en comptabilisant les arrestations, on voit bien qu'il y a une délinquance en hausse. Qui dit en hausse, insécurité, certainement. Il y a effectivement de l'insécurité, c'est clair. Mais ça a été déjà reconnu par Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, qui parlait d'ensauvagement de la société. C'est reconnu par le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Nous, Alliance Police Nationale, nous avions alerté par le biais d'une lettre ouverte le 29 novembre 2023, appelant un choc d'autorité, notamment, et on constatait cette brutalisation. Nous avions appelé cela la brutalisation de la société. Quand vous avez 1000 agressions par jour, 1500 actes de vandalisme par jour, 600 cambriolages par jour, des items en augmentation d'année en année, on est pleinement dans l'insécurité. Et le corollaire de cette insécurité, c'est le sentiment d'impunité des auteurs qui ne sont pas suffisamment sanctionnés et qui, malheureusement, après, continuent leurs méfaits, et ce qui altère la cohésion nationale. Vous avez parlé de sentiment d'impunité. C'est comme le sentiment d'insécurité. Il y a de l'insécurité, mais il y a aussi beaucoup d'impunité, non? C'est pas qu'un sentiment, l'impunité. C'est quelque chose de réel. Non mais les auteurs. Oui, allez-y, Éric Henry. Pardon. Les auteurs de crimes et délits qui sont insuffisamment sanctionnés, souvent ils sont sanctionnés au bout d'un parcours de délinquants extrêmement long. Et durant ce temps-là, juste avant d'être sanctionnés par la justice, ils continuent leur périple, leur schéma délinquant criminel, et ce qui notamment met en exergue cette impunité et cette puissance qui est la leur, puisqu'ils ne sont pas sanctionnés à un moment donné. C'est là le réel problème et sur lequel il faut absolument lutter. La sanction pénale, la certitude de la peine dès l'entrée dans un schéma délinquant. Éric Henry, même parfois la police se dit elle-même en insécurité. C'est-à-dire que, vu le nombre, vu la façon dont ils sont armés en face, vu ce qui se passe, j'imagine que ça doit être aussi compliqué pour vous. Vous n'avez pas la même maîtrise qu'avant. Malheureusement, oui. Il y a une réalité. On le voit régulièrement.
je pourrais donner de nombreux exemples, hein, vous les connaissez aussi bien que moi. Il est très difficile d'intervenir, voire impossible d'intervenir en petit nombre. Dans certains endroits, il faut intervenir en nombre, amener la cavalerie, comme on dit, et ça démontre bien qu'il y a un affaissement de l'autorité de l'État, une surpuissance de ces individus qui font régner leur loi, la loi de la tyrannie, la loi du plus fort. Et c'est en ce sens que ça altère les fondements de notre République. Justement, il faut revenir justement à ces fondamentaux et arrêter cet affaissement de notre pays. Est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas eu un changement radical, je ne saurais pas dire l'année en question, où longtemps, évidemment, des délinquants résistaient à la police, ça a toujours existé, mais à partir d'une certaine année, on a vu des délinquants non seulement ne plus résister à la police, mais prendre l'initiative de l'attaquer, prendre des rendez-vous pour qu'elle vienne et pour la frapper, la brûler et même la tuer. Est-ce que vous avez remarqué ce changement radical d'attitude? Ça a été crescendo à partir des années 1990. Et encore une fois, face à l'absence, je dirais, d'unité nationale pour soutenir les forces de l'ordre, ces individus ont prospéré et ont continué leur funeste attitude envers les forces de sécurité intérieure. Lorsque vous avez une certaine classe politique, une certaine classe médiatique, des associations qui clouent au pilori la police nationale, qui disent que la police tue, qui ne la soutiennent pas, et à minima les méprisent, comment voulez-vous que derrière ces individus ne se sentent pas jouir d'une impunité? C'est là la réalité. On doit être à l'unisson derrière les forces de sécurité intérieure, parce que la sécurité, c'est la première des libertés et c'est une obligation d'un État de droit. Exactement. Allez, direction 0826 300 300. Bouches-du-Rhône avec Olivier, votre réaction, Olivier, sur ce sentiment ou cette sensation? Vous, Erac, c'est dans les Alpilles, c'est théoriquement plus calme que Marseille, que vous n'êtes pas très loin de... Mais tu vois l'image que tu viens de donner, c'est ça le vrai problème, c'est que la discussion qu'on a tous autour de la table, que vous avez autour de la table et nous, en vous écoutant, il n'y a plus de sentiments. Autour de la table, faisons un petit sondage très simple. Est-ce qu'il y en a un de vous qui aurait pu imaginer qu'on allait décapiter un prof d'histoire ou de français dans notre pays de France? Non. Il y en a eu deux. Moi, je m'en doute un peu. Et un autre petit exemple. Est-ce qu'il y en a un de vous qui trouve anormal qu'on ne puisse pas tenir un match de football tranquillement, sereinement chez nous? Ça s'est passé il y a quelques jours. Est-ce que vous trouvez normal qu'un président de la République, à la suite d'une intervention d'un policier sur quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire, qui roule à tombeau ouvert dans les rues, se permette de dire, juste après ce drame, que le policier, c'est inacceptable ce qu'il a fait, alors qu'on n'a même pas encore jugé cet homme-là. Donc je vous garantis qu'il y a des choses... Alors, excusez-moi, M. Zali, c'est pas pour dénigrer M. Macron, j'ai l'impression que vous avez un peu de mal à... Pas grave. Non, mais dites ce que vous pensez, Olivier. C'est pas... Le président de la République, la plus haute autorité de l'État se permet ça. Qu'est-ce que vous voulez que la police fasse derrière? Quand les policiers osent même plus sortir leurs armes pour défendre le citoyen lambda. Mais il n'y a pas une question d'Alpi où c'est calme, c'est pas calme. Venez chez moi, je vais vous montrer où est-ce qu'il y a du trafic de drogue. 4500 habitants. Je crois que plus que... Voilà. Et j'ai mon meilleur pote qui est patron du STUP, il me raconte des trucs de dingue. Et un jour, il m'appelle, il me dit, Olivier, je vais manger chez toi. Je dis, mais tu bosses pas? Il me dit, si, on a une petite intervention. Voilà, donc je vous assure, c'est partout maintenant. C'est partout. Avant, on avait la Bretagne qui était peut-être un peu préservée. Regardez ce qui s'est passé à Rennes, à Nantes. Voilà, donc on peut débattre, si vous voulez, encore pendant des heures de tout ça. Je crois que des abrutis qui militent pour éradiquer la police de France. Olivier, vous avez raison. Elle est là, la police de France. Vous avez tout à fait raison, mais je crois que plus que les hommes, plus que certains hommes politiques, pas tous, parce que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit contre l'extrême gauche en particulier, la police tue, etc. C'est scandaleux. Mais plus que ça, je pense que ce que craignent les policiers, tout simplement, c'est quand ils sont en intervention et quand ils doivent rétablir l'ordre, eh bien, ils risquent plus pénalement que ceux qui sont en face d'eux. Et ça s'est vu et ça s'est démontré.
montrer, en particulier lors des émeutes, quand on a eu des gens du RAID et d'autres équipes qui ont été mis en garde à vue, au lieu de mettre en garde à vue ceux qui sont en face. Là, on a un vrai gros problème. C'est ça ce problème. Oui, je voudrais rendre hommage quand même à ce que Bruno Retailleau est en train d'essayer de faire. Alors, j'ai déjà considéré que le tandem avec Migaud était quand même un peu baroque, et c'est dommage, puisqu'on parle beaucoup justement des peines et de toute la chaîne pénale. Néanmoins, je ne sais pas si vous avez écouté ces propositions, je crois que c'était hier. En tout cas, il y a plus de 110 000 individus qui sont recherchés parce qu'ils n'ont jamais exécuté leur peine. Et donc là, il y a une volonté, et le ministre de l'Intérieur s'en est saisi, vraiment de cesser cette impunité et de mettre les moyens pour aller les chercher. De la même façon, sur un certain nombre c'est ce qu'ils attendent depuis des années, de sujets, notamment la récidive sur des mineurs, de supprimer ce qui était en fait l'excuse de minorité pour les plus de 16 ans. Voilà, on sent quand même chez Bruno Retailleau cette volonté. Et quand Jean-Michel Fauvergue, avec beaucoup de lucidité, dit que sur le régalien on n'a pas été bon, le gouvernement Macron, on sent là quand même, et je pense que Bruno Retailleau joue un rôle clé dans ce nouveau gouvernement. Un peu avant. On sent un dur... Oui, Gérald Darmanin avait aussi, c'est vrai, Gérald Darmanin s'était saisi des problèmes, et Gérald Darmanin était seul, et aujourd'hui Bruno Retailleau est quand même assez seul aussi, mais il a le courage et de déployer, en plus de mon point de vue, des choses qui semblent, et je parle sous le contrôle de Jean-Michel, facile à mettre en œuvre. Le petit mot de la fin, on a 28 secondes pour notre invité quand même. Le petit mot de la fin d'Éric Henry. J'entends tout ce qui est dit là, mais Bruno Retailleau, voilà, vous voudrez que les 110 000 personnes recherchées soient interpellées. Mais comment on fait avec quel effectif? Exactement. Parce que je rappelle que nous sommes 120 000 policiers, tout grade confondu, un corps de conception, commissaire, officier, gradé des gardiens. Comment on fait pour pouvoir gérer ces 110 000, sachant que nous sommes sollicités en permanence? Rien ne peut se faire en France sans la police. Je dis bien sans la police. N'importe quelle manifestation. Sans les policiers, c'est la chienlit, excusez-moi, je ne veux pas paraphraser De Gaulle, mais c'est la chienlit. Rien ne se fait sans nous, encore hier. Mais il a raison, toutes les manifestations, les matchs, les 4 000 forces de l'ordre. Pour 16 000 spectateurs. Et puis surtout, une fois qu'on les a arrêtés, qu'est-ce qu'on en fait? Je veux dire, à un certain moment, c'est la justice. On les remet à la justice qui va les remettre dedans. Ils n'exécutent pas leur peine. On est sur tous les fronts. Excusez-moi, on est sur tous les fronts. On fait ce qu'on peut. On est en première ligne. Mais on a l'impression souvent d'écoper l'eau de la mer avec une cuillère. C'est ça. Et il faut qu'absolument ce soit une volonté nationale, une priorité, cette lutte contre la délinquance et la criminalité, parce que c'est notre état de droit qui est en danger. Merci beaucoup pour cette parole. Et faites attention à vous. Et merci beaucoup, Éric Henry, d'avoir été avec nous, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Et dans un instant, je vais devoir, je pense, faire la police avec le qui c'est qui l'a dit. Je vais mettre des contraventions. Je vous le dis. Olivier ? Oui. On est au taquet pour le qui c'est qui l'a dit, on le sent. Je vois ça, on sent qu'il y a du lourd. Je pense qu'il y a du lourd. Moi je suis pour Olivier. Surtout après le sujet aussi léger. Oui, c'est ça. Allez, on fait une pause, on revient dans un instant. Bougez pas Olivier, on arrive. Moi je suis pas pour moi. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Ça, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous voilà, chers amis, en ligne avec le qui c'est qui l'a dit, en ligne de mire, Philippe Bilger. Et avec Jean-Michel Fauvergue. Récupérez vos gâteaux, Philippe Bilger. Et Virginie Calmels. Alors je pense et je mâche. Ah oui, c'est ça. Vous pensez et vous mâchez, d'accord. On retire les bons becs. On peut pas faire deux choses à la fois. C'est un homme. C'est grand. Avec Olivier qui était avec nous. Olivier, tout va bien? Ah oui, tout va bien. Oui, c'est à vous de lancer le jingle, mon petit chat. Eh bien alors, on va faire le quiz sécurité. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Mais je les adore, je les aime d'amour en fait. Allez, question qui c'est qui l'a dit? Un point, écoutez bien Olivier. Aujourd'hui, mon mouvement politique a un genou à terre. Facile, ça. Olivier. Bonne réponse d'Olivier. Comment vous minimisez la victoire d'Olivier? C'est horrible. Non, c'est-à-dire que c'est la seule question à laquelle nous avons pu répondre aujourd'hui. Alors, qui c'est qui l'a dit à 3 points? Là, ça fait 3 fois plus. Pas pareil. Qui c'est qui l'a dit? Ce n'est pas parce qu'on est candidat à l'élection présidentielle que la loi ne doit pas s'appliquer de la même façon. Olivier, c'est un député.
Dupond-Moretti. Non, il n'est pas député d'ailleurs. Non. Ruffin. Non, c'est le. Il a fait un peu comme Ruffin. Il était dans le même parti. Corbière. Alexis Corbière. Bonne réponse. Muy bien. C'est la première fois qu'il est pour la justice, Corbière, quand même. C'est à qui? C'est pas le pire. Non, c'est à moi. Question qui c'est qui l'a dit? 3 points sur l'inéligibilité requise contre Marine Le Pen. Il y a 2 poids, 2 mesures. Alors, Olivier, c'est un maire de grande ville. Oui. Ménard. Bonne réponse d'Olivier. Il est très bon, Olivier. Ah ouais, Vous avez dit qu'il était bon. Ouais, il est bon. Non, il est normal, c'est tout. Il a du talent, c'est tout. Pas terminé. Qui c'est qui l'a dit à... Allez, je vais baisser le nombre de points quand même. Non, à 3 points. Non. À 3 points. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Il fait ce qu'il veut. Elias Simzalen est plus respectable que Monsieur Retailleau, vu ce que Monsieur Retailleau sort aujourd'hui, qui emprunte à l'extrême droite beaucoup de son vocabulaire raciste. Alors Olivier. lui, je préfère perdre le point et pas dire son nom. Bon, ben allez-y. Non, c'est pas Mélenchon, non. Non. Bellata. C'est Elfie, ça? Oui. Non. Coquerel. Bonne réponse de Virginie Calmels qui marque 3 points. J'étais pas loin. Coquerel. 2 points pour le qui c'est qui l'a dit. Je ne critiquerai. Voilà, je refais. Très bien. Je ne critiquerai C'est c'est ce qu'on appelle un faux départ. Je ne critique. Bon, je vous le dirai demain, pas Gérald Darmanin. C'est quelqu'un qui a beaucoup combattu le Rassemblement national. Je crois qu'il y a de leçons à recevoir en la manière. J'ai rien compris. Je vais y arriver. Moi non plus, j'arrive Vous pas. donnez 3 points. Alors, Les bonbons. c'est Olivier. Non, mais en fait, je suis mort de rire, donc j'arrive pas à lire. Je ne critiquerai pas Gérald Darmanin. C'est quelqu'un qui a beaucoup combattu le Rassemblement national. Je crois qu'il n'a pas de leçons à recevoir en la matière. Alors, c'est une ministre, Olivier. Même là, je comprends pas. Non, je plaisante. Une ministre. Ah, c'est le ministre. Honnêtement, je sais pas. Ça pourrait être Runacher. Non. Runacher. Non, elle est porte-parole. Bonne réponse de Philippe Bilger. J'ai sauvé l'honneur. Maud Bréjon. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Le match France-Israël était ennuyeux et tant mieux. Le sport a gagné contre l'intolérance. C'est bien. Olivier. Et c'était sur Sud Radio ce matin. Je vois pas. Asselineau. Non. Ah bon. Il était sur ce Sud matin. Radio. Non, mais c'était à midi qu'il y était. C'est une femme. C'est une femme qui a été ministre et qui est maintenant eurodéputée. Et elle s'est envolée. Oui, Voilà. bonne réponse. Elle s'est envolée, l'oiseau. C'est bien, c'est bien. Nathalie Loisy. Et la dernière question, qui c'est qui l'a dit? 3 points sur l'intervention de l'armée contre le narcotrafic. La mission de l'armée, c'est de protéger nos concitoyens. Ce n'est pas d'intervenir ou de mener des missions de sécurité et d'ordre public. Je sais pas, je dirais Françoise de Goua pour autant. Non, c'est un ancien ministre qui maintenant a de hautes fonctions, de hauts fonctionnaires. Védrine. Non. Un ancien secrétaire d'État pour vous aider. Ah, c'est. Il est très puissant. Il est à l'Europe. Il est très puissant. Non, il est plus petit, à Paris. Il est préfet. C'est trop tard. Hein. Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Bah oui. Ah, c'est pas un ancien ministre, c'est un ancien secrétaire d'État. C'est ce que j'ai dit. Ah non, mais si vous pouvez poser la question, moi je peux pas répondre, je suis désolé. Je l'ai dit. Elle a dit secrétaire d'État. Les points vite, les points. Eh bien, c'est Virginie Calmels, 6 points, Olivier 4 points, Jean-Michel Fauvert 3 points, Philippe Bilger 2 points. Voilà. 3 points. Bien. Non, elle faisait 2 points la vôtre. Non. Olivier, 4 points, c'est pas mal. Bien tenté. Bah, c'est sympa, on a mangé des bonbons, c'était sympa. Ouais, c'est ça. Par contre, est-ce que vous avez bien compris la question de Cécile, Olivier? Rien compris. On est d'accord, hein? Ah, d'accord. Ok. Olivier, je vous défends depuis tout à l'heure, vous m'attaquez. Ok, d'accord. C'est pas grave. On annule. Olivier, on annule. Plus jamais. Merci, Olivier. On vous embrasse très fort. Et vous aussi. À vous aussi. Et puis, allez, salut, bisous. Vous restez avec nous dans un instant, le journal de 18h par exemple, la météo et puis le coup de gueule de Philippe David. Je pense qu'il y a certains magistrats en Bretagne qui tirent un peu trop sur le chouchen avant de prendre des décisions, mais ça n'engage que moi. Et moi je pense que vous pensez trop. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, bien entendu. Si je mets mon micro, ça ira beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus simple. Oui, c'est vrai, ça marche mieux. mieux. Autant d'années de radio pour ne pas savoir se servir d'un micro, c'est quand même dommage. Vous bilgérisez. C'est ça. Merci de tant de bienveillance. Jean-Michel Fauvergue avec nous, Virginie Calmels. Comment ça va cette école Futurae? Ça va très bien, merci Cécile. Tout va bien. Ils sont bons ces petits élèves? Ils sont bons et ils regardent l'avenir avec confiance. C'est bien. Ah bah ça c'est bien. Bah oui, parce qu'on les forme bien.
Voilà. Vous avez l'air étonné, Jean-Michel Fauvergue. Non, pas du tout. C'est très bien, ça. C'est très bien. Notion, il faut en Non, mais bien c'est le fait que à l'école de police. tu as droit à une question sur Futurae et nous demande rien. Jamais. Parce que ça ne m'intéresse pas. Vous m'avez jamais demandé ce que je fais. Moi, Cécile. Donc, Philippe, ça vous intéresse pas, mais moi, moi non plus. Encore moins. Alors, c'est comme ça, c'est clair. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Virginie Calmels. Et vous avez largement sollicité Philippe David pour râler. Eh bien, il l'a fait. Les vraies voix Sud Radio. Bonjour à tous, je suis Alice, responsable de l'Uni Nantes. Il y a un an, le porte-parole local de l'Union Pirate a agressé verbalement nos militants en déclarant qu'il emmerdait la race blanche. Ces injures racistes ont été filmées puis diffusées sur les réseaux sociaux de l'Uni. Alors même que je n'étais pas présente, que je n'ai pas diffusé la vidéo, la présidente de l'université a décidé de saisir la commission disciplinaire qui, elle, a décidé de m'exclure pour une durée de 9 mois, prétextant un trouble au sein de l'université. Pour Nantes Université, dénoncer une agression constitue un trouble, mais pas l'agression, car l'agresseur, lui, n'est toujours pas exclu de l'université. Le tribunal administratif vient de confirmer cette exclusion, car je ne me suis pas désolidarisée de cette vidéo d'intérêt public. Une nouvelle fois, la présidence de l'université et les juges tentent de nous faire taire car nous sommes de droite. Il s'agit alors d'un déni d'opinion. Avec l'Uni, nous ne lâcherons rien, je ne lâcherai rien et nous continuerons de porter nos combats et nos valeurs pour les universités. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village aujourd'hui puisqu'il s'agit de Nantes. Pourquoi Nantes? Parce que la représentante à l'université de Nantes du syndicat d'étudiants de droite unis, Alix Gandon,
a, vous venez de l'entendre, été exclu pour 9 mois parce que son syndicat, et pas elle, avait posté la vidéo d'un étudiant d'extrême gauche, j'ai vu la vidéo, déclarant qu'il emmerde la race blanche. Une exclusion confirmée par le tribunal administratif de Rennes, car elle ne s'est pas désolidarisée de la diffusion de cette vidéo. Venant de l'université de Nantes, dont on connaît la neutralité politique, depuis qu'elle a appelé à faire barrage au Rassemblement national entre les 2 tours des législatives, après que sa présidente ait envoyé un mail à ses étudiants les appelant à voter contre Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, il n'y a aucun effet de surprise. En revanche, une telle décision du tribunal administratif nous oblige à nous poser la question si certains de leurs magistrats n'auraient pas un peu trop forcé sur le chouchen pendant la délibération. D'ailleurs, comment expliquer que les propos intrinsèquement racistes n'aient pas subi la moindre sanction de la part de l'université? Inutile de dire que si vous remplaciez race blanche par une toute autre race ou communauté, il y aurait eu des sanctions au sein de l'université et des dépôts de plainte par toutes les associations pseudo-antiracistes qui ont une fois de plus brillé par leur absence de réaction dans cette histoire. Pour la décision du tribunal administratif, imaginez qu'un cheminot CGT ou Sudrail filme un acte répréhensible mais qui ne plaise pas à la direction après qu'un membre du syndicat l'ait posté sur un réseau social et que la direction décide de mettre à pied le président du syndicat. Je vous laisse imaginer le tollé et la grève générale qui s'en suivrait à la SNCF. Et imaginez que le tribunal administratif dise que la mise à pied est normale puisque le patron du syndicat ne s'est pas désolidarisé et il ne vous reste plus qu'à espérer de ne pas avoir à prendre le train pendant un certain temps vu le mouvement social qu'une décision aussi inique créerait. Alors soutien à cette étudiante qui doit pouvoir continuer son cursus scolaire et pour conclure, à Nantes comme à Rennes, l'université et la justice sont, mais ceci ne doit pas s'expliquer que par la position géographique des 2 villes, totalement à l'ouest. En fait, ça n'est ce que vous dénoncez, Philippe, existe dans beaucoup d'institutions et pour beaucoup d'instances. Je l'ai vu dans le judiciaire, j'en ai pâti. Celui qui a créé le scandale est généralement laissé tranquille. C'est celui qui le dénonce qui est sanctionné parce qu'il perturbe la hiérarchie. Et donc là, il est scandaleux d'agiter la hiérarchie qui préfère rester dans une immobilité totale. Et donc, ceux qui dénoncent le scandale, en effet, sont toujours les sanctionnés. Virginie Kelmels. Je rejoins ce que vient de dire Philippe Bilger, et surtout quand on est de droite. C'est ce qu'il faut rajouter. Parce que ceux qui dénoncent le scandale, quand ils sont de gauche, ça passe. Donc là, effectivement, soutien total à cette étudiante. Je suis assez outrée quand même, parce que, objectivement, la liberté d'expression pour laquelle on se bat, une fois encore, elle est à géométrie variable. Jean-Michel Fauvergue. Pourquoi s'étonne-t-on on est dans un pays où on punit plus facilement les victimes que les agresseurs. Ça, et dans tous les sens. On est un peu dans une inversion des normes totale. On est en marche sur la tête. Pas que chez nous. Le wokisme n'a pas lieu que chez nous. Vous avez vu la manière dont elle a été dégagée aux États-Unis. Donc à un certain moment, il va falloir peut-être penser à le dégager aussi, quoi. Mais moi, je rebondis sur le fait que la présidente de l'université de Nantes ait envoyé un mail pour faire barrage à un parti politique. Ça, c'est incroyable. Et elle est toujours présidente du... c'est scandaleux quand même. Mais quel que soit le candidat, elle aurait appelé à voter contre Macron, contre Mélenchon, contre qui voulait, ce serait honteux. Quel rapport avec le devoir de neutralité d'un haut fonctionnaire, quand même, ça existe ou pas? Et elle est toujours là, cette dame? Ah bah oui, elle est toujours là. C'est un des sujets, il n'y a pas de sanction et de responsabilité dans la fonction publique. C'est peut-être parce qu'elle est toujours là qu'elle se permet ça aujourd'hui, aussi, avec l'UNI. Mais cette fille, elle n'a même pas posté. Le truc, c'est son syndicat, on l'exclut 9 mois, donc elle rate une année scolaire. C'est honteux. Universitaire, pardon. C'est assez scandaleux. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Dans quelques instants, vous pourrez admirer nos plus belles créatures. Mais vous fumez, monsieur. C'est aussi peu plausible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi. Le tour de table. De l'actualité. En tout cas, Philippe Bilger ne sera pas comparé à qui que ce soit. Mais Didier Deschamps a fait son temps, selon vous. Quelle piètre équipe de France, Hier soir, il y avait France-Israël qui s'est un peu correctement déroulé malgré quelques petites bagarres. Mais il est clair que Didier Deschamps et l'équipe de France sont
très mauvais. Et je pense que Didier Deschamps, maintenant, devrait en effet partir. Et je suis persuadé que, comme toujours en France, après le match indigent d'hier, il va être conforté dans son poste. C'est une évidence. Et l'équipe de France, mon Dieu, c'était navrant. Voilà, 22 tirs, 0 but, ça en dit long sur l'efficacité. Je sais que mon sujet a passionné tout le monde, Virginie, mais... Ça me plonge dans un océan de perplexité, mon cher Philippe Bilger. Alors, je ne m'y connais pas assez en foot pour rebondir. En revanche, j'aime bien rendre hommage quand même à ceux qui ont eu des performances. Donc là où vous êtes dur, mon cher Philippe, c'est que quand même Didier Deschamps a été un bon sélectionneur à un certain moment. Il y a eu champion du monde et des champions d'Europe. Voilà, quand même. C'est une réflexion très pertinente. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile a fait son temps. Oui, voilà. mais c'est difficile de rester au sommet. Dire, ma chère Virginie, tout le monde le dit, mais il y a un moment tout de même où on attendrait les résultats d'avant. Oui, mais est-ce qu'il lui manque pas des joueurs aussi? Ça c'est une vraie question. On n'a pas de meneur de jeu. On a quand même l'impression qu'on se remet difficilement de la perte de certains joueurs, non? Oui, mais il en nomme de mauvais. Allez, Jean-Michel Fauvergue. Ouais, moi, je peux pas me prononcer, je sais pas trop, je connais pas le foot, non, d'une manière générale, non. Mais ce qui me sidère, c'est la manière dont on est à un certain moment haut placé et qu'on dégringole aussi vite. Cette équipe de France, elle a dégringolé assez rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'effectivement déjà, ils jouent à 9, ils jouent, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Il n'y a pas de collectif déjà. Jean-Michel Fauvergue, puisque vous avez la main, j'ai envie de vous dire, face aux exactions en Europe, donc en France et aux Pays-Bas, il est temps pour vous de réarmer nos vieilles démocraties. Ben oui, on a eu des émeutes en France, vous le savez, les Gilets jaunes, et puis en juin 2023, surtout des émeutes qui nous ont coûté très très cher. On va payer pendant longtemps, hein. Pardon ? On va les payer pendant longtemps. On va les payer pendant longtemps. Il semblerait que la chasse aux Juifs soit ouverte à Amsterdam. Ça a été terrible, terrible. Et tout ça touche aux valeurs sacrées de nos démocraties, l'universalisme et surtout la protection des minorités, quelles qu'elles soient. La démocratie aujourd'hui a été désarmée. Elle a été désarmée parce qu'on a des démocraties qui sont de plus en plus policées et donc qui ont des protections accrues sur les libertés individuelles au détriment de la liberté collective. Et les libertés individuelles à l'intérieur, ça profite en général aux voyous. Et il y a la réhabilitation et la rédemption qui a été choisie plutôt que la punition et la sanction, ce qui fait que notre justice est dans une inaction totale avec ce principe-là et a désarmé l'État et l'État démocratique et puis nos services répressifs. Ça veut dire que quoi, qu'on pardonne trop, c'est ça ? Ça veut dire que tout ça se traduit sur le terrain par une incapacité, dans ces cas-là, en cas d'émeute et autres, dans les services de sécurité, à rétablir l'ordre rapidement, on l'a vu, une incapacité, et que opérationnellement, il manque un instrument d'efficacité. Et cet instrument d'efficacité, alors, dans la Constitution, on a l'article 16, on a l'état de siège, on a l'état d'urgence, mais ça correspond pas. Cet instrument d'efficacité, moi que j'appelle de mes voeux, c'est un espace juridique limité dans l'espace et dans le temps. Comme on disait à Star Trek avant, un continuum espace-temps, un espèce d'état d'exception dans lequel il y aurait deux choses importantes à minima à mettre. Philippe David et moi. Si vous voulez, mais surtout la responsabilité collective des voyous, des pilleurs, des lyncheurs, des massacreurs, la responsabilité, parce que ça n'existe pas aujourd'hui, ou très peu. Et ensuite, l'exemption de responsabilité des forces de l'ordre qui agissent dans ce cadre-là, bien limité dans l'espace et dans le temps, leur exemption de responsabilité dès lors qu'elles agissent dans le cadre de la mission et sous l'autorité de leur chef. Philippe Bilger. La loi anti-casseurs était une excellente loi, mais deux observations. Qui a été abolée en 81 de mémoire. Deux observations. D'abord, vous posez une problématique qui mériterait de longs débats. Est-ce que la démocratie, même dans sa version extrême, est faite pour les temps troublés que nous vivons? Et seconde observation, est-ce que, en réalité, lorsqu'elle devient efficace, elle a immédiatement beaucoup d'ennemis, comme si une démocratie très vigoureuse se reniait en devenant très forte. Et ça, c'est absurde. Mais
Mais je pense que c'est inévitable maintenant qu'elle se renforce et qu'elle se muscle. Virginie. Si on veut garder la démocratie. Virginie. Non, je suis complètement d'accord avec Jean-Michel Fauvergue. Il y a un moment donné, il faut qu'on sorte de notre approche bisounours. Il faut qu'on se dote vraiment des arsenals juridiques qui sont nécessaires. Et surtout, la peur doit changer de camp. Voilà, oui. On ne cesse de dire qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre sont beaucoup plus punies que ceux qui commettent des exactions dans notre pays. Donc je souscris totalement ces propositions. En tout cas, je laisse mon brouillon à disposition de Retailleau s'il veut reprendre le projet et j'aimerais bien. Mon brouillon. Mais lui, il a un boulard. Mais dans un instant, Virginie Calmel, ça reviendra sur quoi? Sur Javier Milei en Argentine. Afuera. 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 Ma passion. Afuera. Afuera. Allez, Philippe David, afuera. Afuera. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger. Madame de Ménibus. Afuera. Avec Jean-Michel Fauvergue. Afuera. Avec Virginie Calmel. Ah ben non, pas Afuera, parce qu'elle va nous faire son tour de l'actualité sur Javier Milei et il va nous parler dans quelques instants dans l'info en plus. Félix Mathieu, afuera. Oui, bah oui. Je vais vous parler de cette décision de Sciences Po Strasbourg qui finalement va faire un vote sur un partenariat avec une université israélienne. Oui, d'accord. Allez, tout de suite. Le tour de table de l'actu des vraies voix avec Virginie Calmel sur Javier Milei. Oui, alors j'avais envie de vous parler de cet président argentin qui est président depuis quasiment un an, jour pour jour. Et on sait que Emmanuel Macron va aller faire une petite virée en Amérique du Sud parce que comme souvent, on l'a vu dans la campagne Trump, on a une tendance en France à ridiculiser, caricaturer des personnages qui se présentent aux plus hautes fonctions de l'État dans des pays qui sont un peu éloignés de nous. Il était quand même un petit peu farfelu au début. Hein. Oui, c'est vrai, mais comme toujours, on a insisté médiatiquement sur son côté un peu farfelu. Il avait expliqué qu'il allait s'attaquer à la tronçonneuse aux dépenses publiques. D'ailleurs, on est un peu dans la mouvance de ce qui se dit ou de ce qu'on lit sur Elon Musk. Hein. Oui. On était un peu dans ce côté, tout ça est grotesque. Et je trouve qu'un an après, c'est très intéressant de regarder son bilan. Parce qu'il a déjà un bilan, cet homme, assez incroyable. Je vous rappelle qu'il a pris le pays en faillite, en ruine, à cause d'une politique d'extrême gauche totalement coûteuse et désastreuse. Et une inflation... Ça a commencé sous Perron. Eva Perron, bon, on se rappelle, mais une inflation à plus de 200%. Ah oui. Bon, bref, il avait donc, et puis on avait surtout une population qui a quasiment plus de la moitié vivait en dessous du seuil de pauvreté. Donc il prend le pays au plus bas, je dirais. Alors très bien. Simplement là, il mène une politique plutôt résolument libérale en s'attaquant, mais très fortement à la dépense publique. Il s'attaque aux économies. Dieu sait qu'on en parle aujourd'hui avec le projet de Musk, mais aussi ce qu'on attendrait en France, c'est-à-dire il s'attaque par exemple aux agences d'État. Il en a supprimé 60. Il s'est attaqué aux fonctionnaires avec un projet où il y a déjà 50 000 postes de fonctionnaires qui ont été éradiqués et d'ici à la fin de l'année, il atteindra 75 000 postes. Il s'est attaqué aussi, alors c'est peut-être plus symbolique, mais c'est intéressant, à la réduction des ministères. Il les a divisés par 2, passant de 18 à 9, et à la réduction aussi des secrétariats d'État qui sont passés d'une centaine à une cinquantaine. Donc on voit qu'il a eu des mesures très concrètes, très pragmatiques, très libérales, diront-on, dans ce pays qui déteste l'emploi de ce mot. Ultra libéral. Mais 6% de déficit annuel avant sa prise de position, aujourd'hui excédent brut. Donc on est vraiment, il est en excédent sur le budget primaire. Donc c'est assez remarquable quand même, et j'avais envie de le souligner. Alors évidemment il y a quand même une inflation, mais qui a été divisée par 10, donc c'est pas rien là aussi. On a vu également une augmentation de la croissance, puisqu'elle est attendue à plus de
5% l'année prochaine. Donc c'est quand même intéressant et il a toujours quand même le soutien de la population, en tout cas majoritairement. Donc c'est intéressant de voir qu'au lieu d'être dans l'arrogance française, on fait toujours tout mieux que tout le monde, on a peut-être des leçons à tirer de ces différents pays et de ces différentes politiques, et qu'il y a peut-être des cours d'économie pour certains de nos hommes et femmes politiques à prendre du côté argentin, et notamment sur le logement aussi. Il a fait un truc formidable, qui est évidemment à l'encontre de la gauche française, qui, comme vous le savez, a voulu réglementer, a voulu encadrer les loyers. Il a fait le contraire, et automatiquement, le nombre d'appartements qui étaient ouverts à la location s'est envolé, et surtout les prix également ont été baissés d'environ 30%, ce qui est remarquable. Vous avez raison, Virginie. À l'époque, il avait eu un profil plutôt farfelu. On disait il est cinglé. Pardon pour la grossièreté, mais j'avais déjà été intéressé par sa volonté, moi, de réduire les ministères. On s'en était moqué, mais pourtant j'ai pensé à certains ministères qui en France pourraient aisément disparaître. Allez, vite. Rapidement. Don't cry for me, Argentina. On a compris que pour vous. Non, c'est... Pour vous, ça y est, il va pleuvoir ce week-end. Ils sont chiants. En tout cas, c'est intéressant à observer. Merci beaucoup, Virginie Calmels. Tout de suite, l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et la direction de Sciences Po Strasbourg va imposer un nouveau vote pour revenir sur le boycott d'une université israélienne. Le syndicat Solidarité étudiant était parvenu fin juin à faire voter cette motion en conseil d'administration, motion contre le partenariat avec l'université Reichmann dans la banlieue de Tel Aviv. Une délibération rendue publique il y a 2 semaines seulement. Ça avait été aussitôt décrié au plus haut sommet de l'État. La décision du conseil d'administration de Sciences Po Strasbourg contre l'avis de sa direction est affligeante, avait tweeté le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, partageant même l'extrait de son intervention à ce sujet chez nos confrères de BFM. C'est une décision qui est affligeante et qui me désole profondément. L'université, c'est le lieu du débat, de la tolérance, de l'ouverture sur l'autre. C'est le temple de l'esprit critique. Je suis moi-même universitaire et je tiens fondamentalement à ce que ces principes puissent être respectés. Je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas cette université qui aujourd'hui bombarde au Liban ou à Gaza, et que c'est d'ailleurs dans les universités israéliennes que l'on trouve les plus fervents partisans de la paix et de la solution à 2 États. Alors ça, c'était il y a 2 semaines donc, et aujourd'hui, le Parisien, aujourd'hui en France, nous apprend que le directeur de Sciences Po Strasbourg va réclamer un nouveau vote du conseil d'administration, vote pour réaffirmer l'attachement de l'établissement à ce partenariat avec l'université israélienne. Il avait d'ailleurs déjà dénoncé dans rue 89 Strasbourg un coup médiatique sans effet réel. Les opposants à ce partenariat mettaient en avant, eux, ce qu'ils appelaient les positions bellicistes de cette université. Ils s'appuyaient sur des vidéos dans lesquelles on voyait des étudiants témoigner de leur engagement dans l'armée israélienne et dans la guerre contre le Hamas. Merci beaucoup Félix. Mathieu, parce que malheureusement on n'a pas le temps de commenter, on est un petit peu en retard. Je sais que vous aviez très envie, Philippe Bilger. Mais c'est bien de la part. Bravo Félix. Dans un instant, des gens qui ont un peu de allez-y, finissez un peu de l'espagnol. Et dans un instant, donc 83% des maires jugent leur mandat usant pour la santé. Impression, responsabilité, agression. Être maire est-il devenu une mission impossible? Alors parlons vrai, en demande-t-on trop aux maires? Comprenez-vous les démissions en série et les crises de vocation? Et à cette question, les maires vont-ils devenir une espèce en voie de disparition? Vous dites oui à 73%. Max Braille sera avec nous, maire de La Tour dans l'Aude. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, c'est comme quoi? Elle s'en souvient plus. Elle s'en souvient plus. Je suis totalement d'accord avec vous. Je vous laisse, c'est comme quoi? C'est comme le bon vin. C'est comme un bon camembert coulant que vous mettez. Comme le vendredi soir. L'odeur en le moule camembert. vendredi soir, c'est souvent très réussi. C'est vrai. Mais c'est tout. C'est comme quoi, Virginie Calmels? Je ne sais pas. Les vraies voix, c'est comme toi. C'est comme toi. D'accord. Donc génial. Pour la rime. Donc génial. Allez, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La grogne des maires de France. Il a supprimé aux maires la taxe d'habitation, ce qui est idiot, parce qu'en réalité, en faisant ça, on enlève ce qui permet aux maires de gérer leur commune. Oui, quand la France va mal, quand la France se déchire, les maires sont là pour réparer, à proximité. C'est devenu très compliqué pour les maires. Il n'a pas tant de pouvoir que cela. Entre la suppression de la taxe d'habitation, la baisse régulière des dotations de l'État, le coût délirant, l'hiver dernier, on s'en souvient, de l'énergie, eh bien beaucoup de communes aujourd'hui se retrouvent sur le flanc. Et donc 83% des maires de France trouvent leur mandat usant pour la santé. C'est ce que révèle cette étude du Centre de sociologie des organisations révélées par le Parisien aujourd'hui en France. Plus d'un maire sur deux assure être atteint de troubles du sommeil, selon cette vaste enquête soutenue par l'Association des maires de France. Alors parlons vrai, faut-il améliorer les rémunérations des maires pour créer des vocations? Et sinon, quels autres moyens voyez-vous pour créer des vocations et éviter l'hémorragie des démissions? Et à cette question, les maires vont-ils devenir une espèce en voie de disparition? Vous dites oui à 73%. Vous voulez réagir? Tiens, vous avez été maire et vous avez jeté l'éponge. Appelez-nous au 0826 300 300. Notre invité Max Braille est avec nous, maire de Lastours dans le l'Aude. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être avec nous, monsieur le maire Philippe Bilger. Alors, c'est clair, je regrette d'abord que les maires... Ah bon, c'est une blague pour vous. Allez-y. Non, vous avez dit c'est clair, elle dit non, c'est Max. Non, mais... blague pour vendredi. Vous êtes époustouflant. Mais plus sérieusement, et donc je regrette profondément que les maires, même si je comprends le découragement de beaucoup, quittent cette fonction qui est extraordinaire. C'est encore une fonction qui est très appréciée par les Français, malgré la démobilisation politique de beaucoup lors des élections. Et au fond, je ne me leurre pas, les difficultés des maires ne vont pas disparaître comme par magie républicaine, même en ayant une attitude plus vigilante et plus répressive à l'égard de tout ce qui leur menace. La seule chose qui non pas me conduit à atténuer leur malaise, mais à leur dire, au fond, vous êtes comme tous les métiers d'autorité, vous êtes atteint aujourd'hui par une sorte de dénonciation, une sorte de banalisation, et il faut tenir le coup parce que vous êtes fondamentaux. Oui. Virginie Calmès, qui a été première adjointe d'une très grande ville, Bordeaux. Oui, alors plusieurs remarques. La première, c'est que je tiens quand même à souligner que François Hollande a pris une décision extrêmement mauvaise en supprimant le cumul des mandats. C'est aussi quelque chose qui a conduit à cette désaffection pour le métier de maire, parce que, rappelez-vous, nous avions des grands maires qui cumulaient avec le poste de député. Il y avait aussi des grands-pères. Hein. Effectivement. Mais ça n'est pas l'affaire. Elle n'est pas très bonne, mais nous sommes vendredi soir, donc nous allons esquisser un sourire pour faire plaisir à Philippe. Non, mais globalement, ce non-cumul des mandats a contribué d'abord à paupériser. Ceux qui sont maires dans des petites collectivités sont très peu rémunérés, voire pas du tout. Et dans des collectivités un peu plus grandes, ça n'attire pas des ténors, on va dire, politiques, parce que ils avaient cette dualité entre le terrain et le national qui était quand même extrêmement intéressante. Alors, moi, je suis plutôt favorable à ce qu'il y ait un seuil, c'est-à-dire que c'est logique qu'un grand président de région ou d'une très grande ville ne cumule pas, bien évidemment. Paris, c'était pas choquant d'éliminer au-delà d'un certain seuil de population, mais je pense que ça a été une décision extrêmement mauvaise et qui contribue à cette désaffection. Deuxième petite remarque, très frappée par ce qui est arrivé à Vincent Jeanbrun, maire de l'Haye-les-Roses, rappelez-vous, pendant les émeutes. Je le connais personnellement, j'ai pu voir sa femme encore avec des béquilles plus de 6 mois après, ses enfants avoir des terreurs nocturnes, ils ont frôlé la mort, et donc il ne faut pas s'étonner aussi que malheureusement aujourd'hui beaucoup se disent que c'est un métier non protégé, mais surtout très exposé à la violence, y compris de façon purement gratuite. Jean-Michel Fauvergne. Mais le problème, c'est exactement ça, c'est que s'il y a des désaffections, c'est parce que les maires sont attaqués là-dessus.
c'est parce qu'ils sont mis en cause aussi pénalement. Oui, c'est parce que j'ai revu une enquête Civipof de 2024. C'est parce que, en premier lieu, il y a une exigence trop forte des citoyens qui demandent tout et n'importe quoi. Et on le sait quand on a été élu, à minima. Et c'est pas tant. Et moi, je pense pas que ça soit pour le manque de rémunération, etc. Je souligne quand même, alors peut-être pas dans l'Aude, mais en tout cas, moi j'ai été député et dans les communes que j'ai fréquentées où les maires faisaient un travail formidable. Mais je souligne quand même que le maire, y compris le maire d'une petite commune, il est certes maire, mais il est aussi vice-président de l'agglo. Oui. Il est de temps en temps élu au département. Il est élu à la région. Et ça, il y a des rémunérations qui vont bien, qui vont avec. Oui, mais le travail va avec aussi. Hein. Et il y a le syndicat. Ils sont en général président d'un syndicat quelconque, etc. Oui, le travail va bien peut-être, mais moi je me demande comment on peut faire 5 ou 6 boulons en même temps d'ailleurs. Hein. Ouais. Et pourtant, c'est le plus beau. Excusez-moi du peu. Max Braille, vous êtes maire de Lastours. Vous êtes maire, si je ne m'abuse, depuis bientôt 30 ans. Est-ce que vous avez pensé rendre le tablier à un moment ou à plusieurs moments? Je suis élu depuis 47 ans et je suis maire depuis 35 ans. Donc c'est quelque chose qui est long. Et là, j'ai pas pensé, ma décision est prise, je ne me représente pas. Ah oui. Et pourquoi? Alors je ne me représente pas pour beaucoup de raisons. Pas parce que la fonction n'est pas sensationnelle, loin de là, parce que je me suis vraiment régalé de faire ce que j'ai fait. Là où le bas blesse, c'est tous les changements technocratiques que nous devons subir, pour lesquels, dans une petite commune, nous n'avons pas les structures qui permettent de pouvoir y arriver. Derrière, pour avoir aussi, et pour monter des dossiers, il faut payer des études. Et on paye des études sur études. Vous savez aujourd'hui à quoi nous en sommes arrivés? Je prends un peu l'exemple d'un millefeuille. Ben, le millefeuille, il est bon tant qu'il y a de la crème. Le jour où vous rajoutez de la pâte et que vous enlevez la crème, ça devient trop sec. Et je crois que c'est ça la réalité. Parce que je vous ai entendu, je vous ai écouté, vous avez été dans des grandes villes, ainsi de suite. Moi, je suis dans un village de 145 habitants. On a subi les inondations en 2018, on n'a pas encore fini de reconstruire. Et toutes les règles que l'on nous a imposées ont fait, par exemple, qu'on doit reconstruire une station d'épuration pour 145 habitants qui va coûter plus d'1 million d'euros, parce qu'il la faut en zone non inondable, parce qu'il la faut en protection d'un site magnifique que nous avons, les châteaux de Lastours, et tous les jours, il y a quelqu'un dans un bureau qui en rajoute une couche. Mais à la fin, vous n'y arrivez plus, et ce que vous faites, vous continuez à déverser dans l'orbiel, parce que de toute façon, vous n'avez pas d'autre solution, parce que vous avez vos concitoyens qui payent déjà une station d'épuration qui doit être démolie, et qui ne vont pas en payer une seconde à des prix démentiels tels que l'on est. Alors, c'est ça aussi. Et puis, il y a aussi le changement de société. Vous l'avez dit, je l'ai entendu. Il y a de nouveaux arrivants qui croient que quand ils arrivent à la campagne, ils sont comme à la ville, avec des trottoirs très larges, mais non. Le devant de porte, chez nous, on se le fait, on le nettoie, on n'attend pas que les autres nous le fassent. Et je vais vous dire, on est dans des coins où on subit des épisodes plus ou moins importants. On voit aujourd'hui en Espagne ce qui s'est passé. Nous, dans nos communes, en 2018, quand les inondations sont arrivées, catastrophiques, en 4 heures de temps, nous avons pu nous appuyer sur le département de l'Aude qui est malheureusement que trop habitué à des inondations et à ces épisodes sévenols. Mais tout seul, nous nous sommes pris en main. Mais après avoir bien travaillé, essayé de nous débloquer, on tombe sur un staff de gens qui sont bien cravatés et qui, quand vous arrivez, vous disent « Mais vous avez les autorisations ?» Mais autorisation de quoi? Autorisation de quoi? Qu'est-ce que tu viens m'emmerder, toi, là? Moi, j'étais bloqué pendant 5 heures avec 1 mètre d'eau autour de la commune, sans téléphone, sans électricité, sans quoi que ce soit. Attendez, on n'attend pas. Nous, les maires, là, on n'est pas des couteaux suisses. On est des doubles couteaux suisses.
On est capable aujourd'hui dans nos communes, partout, de prendre un engin, de nous dépatouiller. Heureusement d'ailleurs qu'il y a beaucoup de maires en zone rurale qui sont des maires agriculteurs, qui ont du matériel pour pouvoir se dépatouiller quand il y a quoi que ce soit. Vous avez une voiture qui va au fossé, on vient vous chercher. Vous avez un caillou qui tombe sur la route, on vient vous chercher. Vous comprenez, c'est ça la difficulté. Quand vous avez parlé, je vous entends, vous avez été député, madame, vous avez été première adjointe à Bordeaux, avec tout le respect que je vous dois. Vous ne pouvez pas comparer en commune mesure ce que nous vivons dans nos petites communes. Mais justement, monsieur le maire, est-ce que le mythe de l'égalité républicaine ne devrait pas être battu en brèche et qu'on adapte un petit peu le statut municipal à la dimension de la mairie en question? On ne traite pas de la même manière votre commune et celle dans laquelle travaillait remarquablement Virginie à Bordeaux. Très très court, Max Braille, parce qu'il nous reste 5 secondes théoriquement. Ben écoutez, on le demande depuis longtemps, mais je crois qu'on est un peu sourd à certains endroits. Il faut qu'on achète à tous ceux qui nous dirigent des appareils auditifs. Surtout que c'est remboursé par la Sécu maintenant. Merci beaucoup, Max Braille, maire de l'Astour, dans l'Aude. C'est ce qu'on appelle parler vrai. Mais c'est pour ça que aussi beau que les Pyrénées-Orientales, beaucoup ces maires et l'importance d'un maire. Ce bel accent. Et il faut être courageux aujourd'hui et la plupart le sont. Merci beaucoup, Philippe Bilger, merci Jean-Michel Fauvergue, merci Virginie Calmetz, merci Philippe David pour tout ce bonheur. Merci pour ce bonheur aussi. Vous inquiétez pas, dans 2 secondes vous allez être à Fouera, il n'y a pas de souci. Vous allez où vous voulez. Dans un instant, le rugby. Salut Alexandre Priam. À Fouera. Salut les vrais voix. Alors, c'est pas à Fouera ce soir, c'est Pro D2. Ouais. C'est de la Pro D2 ce soir, effectivement, avec cette journée de Pro D2, on va passer toute la soirée ensemble. Et puis, on parlera aussi de l'équipe de France demain, France All Black, coup d'envoi à 21h sur Sud Radio avec toute l'équipe. Et notre invité dans quelques instants, c'est un invité exceptionnel, Abdelatif Benazi, qui vient d'être battu à l'élection de World Rugby, la fédération internationale. Il sera notre invité dans 5 minutes. Exceptionnel, merci beaucoup Alexandre Priam. Bonne soirée en tout cas avec le rugby. Et on se retrouve lundi à partir de 17h. Merci à notre équipe formidable pour cette belle semaine. Passez un bon week-end. Salut, à lundi. Bon week-end.